Manon Aubry, vous défendez, vous appartenez à un mouvement politique, la France Insoumise, qui défend bien sûr la cause des agriculteurs, qui se bat contre le Mercosur, on en parlera dans un instant, mais sur ces méthodes d'action contre l'Office français de la biodiversité, pour le coup, vous, je ne crois pas que vous souhaitiez la dissolution de cette police de la biodiversité. Le fond du problème, c'est l'inéquité des normes. C'est pas qu'il n'y ait des normes écologiques, c'est qu'il y ait des marchandises qui entrent sur le marché européen et qui ne respectent pas les mêmes normes et qui produisent une concurrence déloyale pour des agriculteurs. Et ce dont on parle, c'est pas juste un kilo de poulet ou de bœuf par-ci par-là. C'est de centaines de milliers de tonnes qui ne vont pas respecter les mêmes normes sanitaires. 30% des pesticides autorisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne. Donc, on va en parler, Manon Aubry, du fond. Mais là, la question, c'est les modes d'action. Au fond, c'est la question. Est-ce que la France sera bloquée, risque d'être bloquée dans les prochains jours? Et deux, est-ce qu'il est légitime de s'en prendre de cette façon-là Je vais d'abord prendre... c'est un peu exagéré ce que vous racontez là, parce que si ça c'est de la violence, Dieu sait ce qu'on a vu dans les rues de Paris. C'était autre chose que ça, la violence. Ce n'est pas des portes cassées qu'on a vues là, à Paris. C'est pas bien vieux, j'y ai vu sur vos chaînes de télé. J'étais pas là pour y voir, mais là on a vu de la réelle violence. On n'a pas brûlé de gendarmes là aujourd'hui là. Et puis Benjamin Duhamel, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces mots qui ont été prononcés par un ancien ministre dont je ne partage pas le bord politique. Voilà. On n'envoie pas des CRS. Vous me voyez venir, on n'envoie pas des CRS envers des gens qui souffrent. Je ne sais plus quel était le verbatim exact, mais peu ou prou c'était ça. Et je pense que le meilleur moyen de répondre à la détresse des agriculteurs, c'est d'y apporter des réponses politiques sur la rémunération. Donc ça ne vous choque pas? Non, moi, vous savez, mon mouvement politique n'a jamais prôné la violence. En revanche, se faire entendre en bloquant le pays, et je vais même plus loin, bloquer l'Union européenne. Je vais vous raconter une petite anecdote de responsables au plus haut niveau de la Commission européenne qui négocie l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ils m'ont dit une chose, qu'ils ne céderont pas tant que les rues de Bruxelles ne seront pas bloquées. Et j'ai envie de dire, je vous envoie le message. Manifestement, c'est la seule chose qu'ils comprennent, c'est un rapport de force. Est-ce que je souhaite en arriver là, Benjamin Duhamel? Je préférerais que l'Union européenne cède bien avant et qu'on ait protégé notre agriculture et qu'on n'en est pas arrivé là. Mais le droit de manifester, il existe en France. Et s'il faut de nombreux tracteurs dans les rues de Bruxelles, eh bien, on saura les accueillir. En tout cas, il se passe des choses sur le plateau de BFM TV, puisque la coordination rurale et la France Insoumise semblent être à peu près alignés sur cette question. On n'est pas d'accord sur tout, mais sur les accords. Vous savez, Benjamin Duhamel, il y a un seul groupe au Parlement européen, je vous l'ai dit beaucoup de fois pendant la campagne, qui n'a jamais voté le moindre accord de libre-échange, c'est mon groupe. Pas un autre. Ni les macronistes, ni la droite, ni l'extrême droite, jusqu'à présent, n'ont combattu les accords de libre-échange. Je suis désolé de l'approche que vous faites, parce qu'on est quand même tous les groupes politiques, puisque tous les responsables sont alignés sur la question du Mercosur. Le président de la République, la société, et on ne va pas arriver à sortir de ça sans violence. Vous avez tout à fait raison. Jean-Baptiste Moreau. Oui. Enfin, vous dites on ne va pas réussir à s'en sortir sans violence. C'est quand même, alors qu'on a tous les atouts, quand on a tous les parlementaires, le président de la République, le Premier ministre et 80% de la société qui veut soutenir notre modèle agricole et qu'on n'y arrive pas, il faudra peut-être bien reposer les fondamentaux d'une politique, autrement que par la violence, oui. Jean-Baptiste Moreau, sur ce qui est en train de se passer, on voit d'un côté, là, quelques accès de fièvre. En même temps, par rapport à janvier dernier, l'ampleur du mouvement n'en est pas encore à ce que l'on pouvait voir sur un pays qui était, avec notamment un certain nombre d'axes autour de l'Île-de-France qui était bloqué. Quel regard vous portez là sur la dynamique de ce mouvement? S'il y a signature du Mercosur, comme certains bruits l'annoncent de courant début décembre, c'est un drapeau rouge absolu, le Mercosur. C'est quelque chose qui est rejeté massivement par tout le monde agricole depuis plus de 20 ans. Donc je veux dire, s'il est signé là, ça dégénérera en violence, oui. Je ne veux pas faire Madame Irma, mais c'est sûr, parce que la base, elle va être hyper remontée et ils n'auront plus rien à perdre. Et quand des gens n'ont plus rien à perdre, ça finit mal en général. Donc effectivement, moi j'étais un des premiers à alerter dans mon camp en 2019 sur une matinale d'une grande radio pour expliquer que le Mercosur, il fallait pas aller au bout. À l'époque, Phil Hogan annonçait qu'il était proche de la signature. L'ont soutenu au Parlement européen. Peut-être, mais je ne suis pas député européen. Non, mais vos collègues macronistes, vous apparteniez à un camp politique. Oui, certes, mais c'est dommage qu'on ait été seul pendant si longtemps. Je ne suis pas capitalisé comme la France Insoumise, donc j'ai mes opinions propres et qui diffèrent parfois de mon groupe. Effectivement, je ne suis pas comme la France Insoumise soumis à. Et il se trouve qu'on est tous unis dans notre opposition au libre-échange à la France Insoumise. Je vous l'accorde. Jean-Baptiste Moreau termine. J'ai ma propre opinion. Donc toujours est-il que le Mercosur aujourd'hui, il peut y avoir un veto encore, puisque l'accord n'est pas découpé, c'est un accord mixte, donc il est soumis au Conseil de l'Europe. La Commission, on le sait, prépare la découpe pour le passer à la majorité qualifiée. On voit qu'il y a un certain nombre de pays qui bougent. On voit que l'Italie a bougé hier. Absolument. Je sais que l'Allemagne, Olaf Scholz, s'il y a des élections, il est très fragilisé. Les libéraux ont quitté son gouvernement. Il aura besoin des Verts demain dans sa coalition au mois de
de janvier pour se présenter à des élections, donc c'est pas exclu qu'ils finissent par s'opposer au Mercosur pour des raisons politiciennes internes à l'Allemagne, mais ça peut permettre de faire basculer une majorité contre le Mercosur demain. Alors que vous voyez toujours ces images du péage du Boulou, nous sommes à la frontière entre la France et l'Espagne, et la mobilisation des agriculteurs aboutit à ce qu'il y ait de très nombreux ralentissements au niveau de ce péage. Guillaume Tabar, il faut maintenant rentrer dans le détail de ce que l'on a appris aujourd'hui, de ce qui a été annoncé ce matin par le gouvernement, à savoir, notamment sous la pression d'un certain nombre de forces politiques, dont la vôtre, Manon Aubry, débat à l'Assemblée nationale sur le Mercosur, suivi d'un vote au titre de l'article 50-1 oui. de la Constitution. C'est du gadget. Oui. Non, alors ça sert à quoi? Puisque de toute façon, c'est un débat dont le vote n'a pas d'effet direct. Et, comme le disait Jean-Baptiste Moreau il y a un instant, si le Mercosur est disjoint, c'est-à-dire que si, au fond, c'est deux traités à la fin qui sont soumis aux États membres, la France n'a pas les moyens seuls de s'y opposer. C'est vrai que c'est un vote consultatif. Ce n'est pas parce que le Parlement français voterait contre une ratification du Mercosur que les négociateurs de la Commission européenne seraient tenus par ce vote, loin de là. Mais on voit bien qu'on est quand même dans une bataille d'opinion. Et dans une bataille d'opinion, tout compte. Ce qui compte déjà, c'est l'opinion, les opinions publiques elles-mêmes. Or là, on est face à un mouvement, le mouvement repris par les agriculteurs, qui est d'une certaine manière la reprise de celui de l'an passé, qui est soutenu par autour de 80 à 85% des Français. Il y a très peu de mouvements sociaux en France qui aient un tel taux de soutien. C'est un premier point important. Ensuite, il y a un consensus politique. On voit bien on dit souvent que la question européenne est un grand clivage politique entre les souverainistes, les fédéralistes, etc. Là, sur cette question, je vous le concède, sous la contrainte pour certains d'entre eux, mais toutes les forces politiques nationales sont en soutien des agriculteurs français, en tout cas, expriment aujourd'hui une opposition à une ratification du Mercosur. Si le vote au Parlement est non seulement très majoritaire, mais peut-être même unanime. Il n'est pas exclu que ce vote soit unanime au Parlement. Puisque toute la classe politique est d'accord. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau européen, une fois encore, ça n'a pas une valeur de contrainte juridique, mais ça sera quand même une pression forte. Et ça peut aider peut-être ensuite la France, parce qu'en fait, il y a deux niveaux où vous trouvez des majorités. Vous le rappeliez, il faut déjà que la France obtienne le soutien, mettons, d'une quinzaine de pays pour obtenir une minorité de blocage à cette ratification. Ensuite, il y aura un vote aussi au Parlement européen. Et là aussi, il y aura besoin, on voit bien que les pays sont divisés, que les groupes eux-mêmes sont pas divisés. Le mien est uni. Le vôtre est uni. Le seul à être uni. Mais c'est pas le seul. Je pense que les groupes auxquels appartiennent le Rassemblement national seront unis, etc. L'un des critères, ce sera le groupe Renew, qui lui a toujours été en faveur des traités de libre-échange. Qu'est-ce qu'il fera? Bon, voilà, donc la bataille est à ce jour très loin d'être gagnée, mais comme elle se joue avec l'opinion, tout compte, y compris ce vote au Parlement le 26. Juste avant d'aller sur le terrain retrouver Laura Baquet à Agen, Christian Convert, vous dites quoi au gouvernement? Bravo, on n'est pas dupes. Sur ce vote-là, j'appelle ça le vote de la bonne conscience. Donc on va dire, vous voyez, on est tous contre, mais ça passe quand même. Donc là, il y aura des responsables. Les responsables, c'est ceux qui ont donné la clé à Bruxelles. On les connaît. Nommez-les. Le président en fait partie. Barnier en faisait partie aussi. Donc il y a un moment... Non, c'est le président Sarkozy. Attendez, oui, non mais... Toute la classe politique est en partie responsable de ça. Ça date de Maastricht, tout ça. Reconnaissez qu'il y a quand même une forme d'hypocrisie dans la mesure où les négociations, en réalité, pour cet accord avec le Mercosur ont démarré il y a 20 ans, mais elles ont repris de manière plus active il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, on alertait déjà. Et on avait dit très clairement qu'il fallait que les groupes politiques se mobilisent. Qu'a fait Emmanuel Macron? Il était aux abonnés absents. Il aurait pu demander à retirer le mandat de la Commission européenne de négociation. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu accepter notre demande de résolution à l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu demander à ses députés de voter contre quand nous avons déposé des amendements. Il ne l'a pas fait. Alors, c'est vrai que les larmes de crocodile de ceux qui se réveillent en se disant « le libre-échange, c'est mauvais », franchement, ça me fait doucement rire. Et il y a un dernier élément majeur, c'est l'opacité, Benjamin Duhamel. Je suis la première vice-présidente de la Commission des affaires commerciales au Parlement européen. L'accord va être signé dans 2 à 3 semaines. Et je n'ai toujours pas accès au dernier texte. C'est un scandale démocratique qui démontre la fébrilité de la Commission, qui ne veut pas qu'on débatte. Manque de peau, les agriculteurs nous ont aidés à créer un débat, y compris à votre antenne, et c'est tant mieux. Mais ça démontre. Et on continue, mesdames et messieurs. Et je vous donne la parole dans un instant, Jean-Baptiste Moreau. Juste avant, je voudrais qu'on aille retrouver sur le terrain Laura Baquet, plus précisément à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Laura, vous êtes devant la préfecture, où une quinzaine d'agriculteurs se trouvent avec le préfet, et ils ne veulent pas sortir de la préfecture tant qu'ils n'auront pas échangé avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. C'est ça?
Oui, exactement. Ne pas lâcher la pression, c'est vraiment le mot d'ordre de cette réunion et plus largement des actions aujourd'hui. Ça fait plus de 3 heures que Karine Duc et José Pérez, les leaders du mouvement, accompagnés d'une dizaine d'agriculteurs, échangent avec le préfet pour exposer les revendications de la coordination rurale. Les revendications, ce sont clairement l'abaissement des charges sociales et que les normes françaises soient alignées sur les normes européennes. Voilà, ça, c'est vraiment le fer de lance des revendications de la coordination rurale et c'est ce qu'ils souhaitent exprimer au préfet. Alors, d'après nos informations, les échanges, ils ont été un petit peu houleux au départ. Il faut le rappeler que pendant qu'une délégation est partie échanger avec le préfet, 4 convois d'environ une dizaine de tracteurs sont partis dans les endroits clés de l'agriculture, à savoir par exemple la mutuelle sociale agricole ou encore les centraux des impôts, pour déverser des déchets et enflammer des pneus pour continuer à mettre la pression. Car ils veulent obtenir des réponses. Ils ont dit tout à l'heure qu'ils voulaient une visio avec la ministre. À l'heure où je vous parle, d'après nos informations, le préfet serait en train de s'entretenir avec Paris. La délégation d'agriculteurs à l'intérieur est donc en train d'attendre la réponse. Et ici, à l'extérieur, devant la préfecture, eh bien, rien ne bouge. Les agriculteurs restent mobilisés. À l'extérieur, rien ne bougera tant qu'à l'intérieur, il n'y aura pas eu de réponse. Les agriculteurs sont donc déterminés à maintenir la pression et il y aura sûrement d'autres actions s'ils n'obtiennent pas satisfaction suite à cet échange avec le préfet qui, je le rappelle, peut durer encore très longtemps. Laura Baquet en direct d'Agen devant la préfecture du Lot-et-Garonne avec Antoine Corvère. Jean-Baptiste Moreau, pour continuer sur la question du Mercosur et rentrer un petit peu dans le détail. Il y a, vous le disiez Christian Convert, Manon Aubry, une unanimité absolue pour dire que ce traité de libre-échange est mauvais. Bon. Il y a des pays européens qui, pour le coup, défendent l'opportunité de le signer. L'Allemagne, l'Espagne. L'Allemagne. L'Allemagne, absolument, que je viens de citer. Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne. La Hongrie. La Hongrie. Tout à fait. Tout est-il vraiment si mauvais dans ce traité de libre-échange? Par exemple, allez regarder sur l'idée que le marché européen serait inondé si le Mercosur était signé. Et je suis allé regarder les quotas. Quotas additionnels. Oui. C'est important, parce qu'on échange déjà avec les États-Unis. Oui, absolument. Il faut donner les quotas totaux. Vous avez tout à fait raison. Déjà 30 milliards de Est-ce que vraiment ces quotas sont si excessifs? Et je repense à ce qui avait été dit au moment du CETA, où tout le monde... Ah mais je l'ai signé, je l'ai voté le CETA. Voilà, et tout le monde disait c'est épouvantable. Et la réalité, quand on regarde plusieurs années après, c'est que les prophéties terribles qui avaient été anticipées ne sont pas arrivées. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le Mercosur? Parce que, et pour une fois, je vais être d'accord avec Manon Aubry, une fois n'est pas coutume, c'est les effets cumulatifs en fait de l'ensemble de ces accords de libre-échange où on va arriver à plus de 7% des volumes, par exemple en viande bovine, à plus de 7% des volumes européens qui vont être importés en provenance de pays où les coûts de production sont 30 à 40% inférieurs aux nôtres. Donc quand on arrive autour de 7%, on va avoir une influence non négligeable sur les prix de marché. Ça risque de faire écrouler certains marchés. C'est pour ça que la Pologne est contre. Elle, c'est pas la viande bovine, mais c'est par rapport au poulet, parce que la Pologne est le principal producteur de poulet aujourd'hui en Europe. Et en France, on importe déjà la moitié du poulet qu'on consomme. C'est ce qu'il faut savoir. Dont une partie vient déjà du Brésil. Et Manon Aubry a raison. On importe déjà de la viande bovine du Brésil à droit de douane élevé. Donc ça concurrence quand même, mais moins, parce que le différentiel de coût de production est compensé par les droits de douane. Sauf que la Commission européenne a rendu un rapport au mois d'octobre qui prouve que 20% des échantillons contiennent des hormones qui sont interdites en Europe depuis les années 80. Or, le Brésil nous certifie que ce sont des filières sans hormones qui nous exportent. Donc ça veut dire que c'est pas vrai, il n'y a pas de filière sans hormones au Brésil. Juste, ils sont suffisamment malins pour les arrêter sur les animaux vivants suffisamment longtemps avant l'abattage. Normalement, Jean-Baptiste Moreau, il y a des contrôles qui font que... Le principe de l'accord, c'est d'abaisser les contrôles. Le principe même d'un accord de libre-échange, c'est d'abaisser les contrôles de toute façon, et de se reposer sur le système de l'autre pays. Les contrôles sur la viande, quand ça arrive au port, c'est trop tard. Parce que si vous arrêtez, c'est un peu technique, mais si vous arrêtez les picousses d'hormones sur les bovins 6 mois avant l'abattage, vous ne retrouvez pas dans la viande de traces d'hormones, et pourtant, elles ont été hormonées. Guillaume Tabar, un dernier mot. Ce qui est quand même paradoxal dans cette histoire, c'est que ceux-là même aujourd'hui qui sont unanimes à vouloir dénoncer le Mercosur, dans ce qu'on appelle le bloc central, Michel Barnier, Emmanuel Macron, sont des partisans de la construction européenne, sont des partisans d'une économie ouverte, ont soutenu par le passé des traités de libre-échange, le CETA, le traité de libre-échange avec le Chili. Là, c'est un changement de vision opportuniste ou... Pas nous, hein. Non, c'est pour ça que j'ai dit, je ne crois pas que vous soyez dans le bloc central. Non, mais je pense qu'il y a clairement une évolution sous l'impact de la réalité. Parce que c'est vrai que ceux qui se qualifient eux-mêmes de plus européens
se sont battus toujours pourquoi? Pour élargir le domaine où l'on puisse décider à la majorité qualifiée. C'est vrai que le fameux droit de veto que peuvent invoquer les États est souvent la bête noire des plus fervents pro-européens en disant les vétos sont source de blocage, il faut que l'on puisse décider à la majorité qualifiée sur le plus grand nombre du sujet. Et bien là, on est sur un sujet précisément sur lequel Emmanuel Macron en premier, et Michel Barnier aussi, pour qui l'Europe fait partie de son ADN, se bat aujourd'hui pour éviter que l'on renonce au veto, puisque avec cette fameuse histoire un peu technique, de découpage du traité, qui va permettre à la Commission sans rentrer dans ces mesures. Si vous me permettez, c'est pas encore fait. Donc c'est la bataille à mener. Mais messieurs, dames, le tout dernier mot, j'aimerais qu'il revienne. Oui, à Christian Convert, juste une question très précise. Demain, c'est quoi le mot d'ordre? C'est on continue à mobiliser encore plus. Vous disiez tout à l'heure, si ça bouge pas, il y aura des violences. C'est quoi concrètement? Il n'y a pas de mot d'ordre. De toute façon, le mot d'ordre, vous voyez bien, sur le terrain, c'est pas nous qu'on dit vous y allez, vous y allez. Hein. Il y a des syndicats, c'est comme ça, pas nous. Non, mais ce qui est hallucinant. Attendez, juste par exemple, vous allez le fret alimentaire dans le Sud-Ouest. C'est-à-dire pour ceux qui nous regardent, ça va bloquer. Ça va bloquer. Ça va bloquer l'approvisionnement. Pour se préparer à ce qu'il y ait des blocages. Sauf si les discussions s'ouvrent, mais il y a de quoi halluciner quand on entend quand même tout ça, en dehors des mesures techniques des traités. Est-ce qu'on va continuer d'importer ce qu'on ne veut pas chez nous? Tout le monde plaide pour une alimentation saine, et nous, on est bien d'accord aussi avec ça. Donc, on enlève des produits phytosanitaires. Quand la coordination rurale dit on va affamer Toulouse, vous avez peur d'avoir faim ou pas? Moi, j'habite à Toulouse. Donc oui, mais même à Paris. Enfin bon. Non, mais je trouve que vous prenez avec un peu de légèreté les phrases qui sont utilisées. Il faut les respecter aussi. C'est eux qui nous nourrissent. C'est évident. Non, mais là encore, Manon Aubry, c'est intéressant de voir que vous semblez partager tous ces mots d'ordre. Je veux dire, c'est comme un droit de grève, c'est eux qui nous nourrissent. Et donc, on repose sur l'agriculture pour produire ce dont nous avons besoin. Pour l'instant. Si on bloque les centrales, effectivement, vous allez vous rendre compte, ça va manquer des produits dans les magasins. C'est des produits agricoles qui vous nourrissent. Effectivement, là, ça prendra conscience. On ne veut pas embêter la société, pas au-delà jusqu'à Noël, donc ça va être purement dur. Et violent si le Mercosur est signé. Si le Mercosur est signé, on a dit qu'on ne tient plus rien. Et on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Merci beaucoup Manon Aubry, merci Jean-Baptiste Moreau, Guillaume Tabar et Christian Convert d'avoir été les invités de Tout le monde veut savoir. Et tout de suite, c'est l'invité du jour.